Ohayou gozaimasu minasan. C'est bon, vous êtes tous là? Les 34 600 personnes là qui me suivent, on est tous là? Ou je dois faire l'appel? Je me suis pris pour un prof en fait. Bon du coup, Ohayou gozaimasu minasan, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez le pamplemousse. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format. Je vais vous partager 3 photos bien creepy, et à chaque fois, je vais vous raconter l'histoire qu'il y a derrière ces photos. Voilà, je pense que ça peut être un concept plutôt cool, et si ça vous plaît, pourquoi pas recommencer avec des histoires un petit peu plus joyeuses. Voilà, parce que c'est vrai qu'à force, je pense qu'on va tous finir dépressifs. Non? Vous kiffez ça? Ok, bah je me tais. Bon du coup, je lance le générique, et je vous raconte tout ça. Au petit matin du 5 mai 1979, à Birmingham, au Royaume-Uni, plusieurs automobilistes ont signalé avoir vu la même chose. Ils ont vu une main sortir du coffre d'une voiture. Imagine, t'es en train de rouler, tranquillou pépouze, et là, tu vois ça. En plus de ça, les automobilistes ont également signalé que cette main bougeait, comme si elle essayait d'attirer l'attention. Cette information est très vite remontée à la salle de rédaction du Birmingham News, qui, j'imagine, est le journal du Birmingham. Forcément, ils étaient tous très interpellés par ça. Est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise blague, ou est-ce qu'il est véritablement en train de se passer quelque chose digne d'un film d'horreur? Nous avons du coup 2 employés du Birmingham News, un journaliste encore en stage qui s'appelle Mark Wine et un photographe qui s'appelle Jerry Ayres, qui se sont mis à la recherche de cette voiture pour essayer de résoudre ce mystère. Et surtout pour essayer de pondre un article du tonnerre, parce que money is money. Mark et Jerry ont cherché la voiture à travers l'autoroute où ils ont entendu les retours des automobilistes à la radio, et après un long moment, ils ont commencé à perdre espoir parce qu'ils ne parvenaient pas à la trouver, et les policiers non plus. À un moment donné, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, Mark a aperçu la voiture. Ils ont tous les deux vu cette main dépasser du coffre. Les 2 hommes se sont mis à suivre la voiture, ils n'en revenaient pas. Déjà, ils ont eu beaucoup de chance de la trouver, et en plus de ça, ils pensaient que c'était des rumeurs ou une blague. Il peut pas y avoir une main qui dépasse du coffre d'une voiture, c'est pas possible. Et si. Pendant qu'ils étaient en train de rouler, à un moment donné, Mark, qui était assis sur le côté passager, a pris le volant pour permettre à Jerry, le photographe, de prendre des photos. Et je trouve ça plutôt stylé parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont dû échanger de place pendant qu'ils étaient en train de conduire. Ils ont suivi cette voiture sur plusieurs kilomètres. Mark a utilisé sa radio pour indiquer leur position au rédacteur en chef de service, qui a ensuite relayé ces informations à un répartiteur de police, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Au bout d'un certain temps, le conducteur de la voiture, qui était en fait une femme, s'est rendu compte qu'ils étaient suivis, et donc elle a quitté le périph' et elle s'est mise à rouler à travers les quartiers de la ville pour essayer de semer Mark et Jerry. Bien évidemment, les 2 hommes n'ont pas lâché l'affaire, ils ont continué de suivre la voiture tout en transmettant les informations aux répartiteurs de police. Les policiers, au bout d'un certain temps, sont arrivés, ils ont intercepté le véhicule et ils ont arrêté 3 personnes. Joseph Fendley, 27 ans, Wilburn Fendley, 49 ans, c'est en fait son oncle, et Robin Green, 24 ans. Ils ont ouvert le coffre et à l'intérieur, ils ont trouvé un homme encore en vie. Cet homme s'appelle Gary Collier. Il a dit aux policiers qu'il a rencontré ces personnes dans un bar la nuit dernière. Ces personnes lui ont volé 350 $ en chèque d'invalidité. Si vous voulez, c'est de l'argent qu'on vous donne lorsque vous n'êtes plus capable de travailler à cause d'une maladie ou d'une blessure. Il a également dit aux policiers qu'ils l'ont battu, poignardé avec un tournevis et ils l'ont forcé à rentrer dans le coffre de la voiture. Pendant qu'il conduisait, Gary a lutté pour rester éveillé à cause du monoxyde de carbone. Heureusement, il a réussi à passer sa main à travers un trou dans le joint de caoutchouc du coffre de la voiture pour faire signe aux automobilistes. Il est resté pendant 14 heures dans ce coffre, ce qui veut dire qu'il y a passé la nuit, et le lendemain matin, ils ont voulu se débarrasser de son corps. Et oui, parce que Gary Collier a également déclaré que pendant qu'il conduisait, il pouvait entendre ces personnes discuter de l'endroit où ils allaient jeter son corps.
Voilà, après je n'ai pas su trouver les peines qu'ont reçues ces personnes, parce que c'est une vieille histoire. Par contre, on sait que les accusations qui ont été faites envers William Findlay, c'est-à-dire l'oncle de 49 ans, ont été rejetées, parce que si vous voulez, lorsque William a rejoint les deux agresseurs, on va dire, eh bien ces deux personnes avaient déjà volé Gary et il l'avait déjà enfermé dans le coffre. Donc j'imagine que le type qui a agressé Gary, il a paniqué, il a ensuite appelé son oncle, il lui a demandé qu'est-ce que je fais maintenant, et son oncle il était en mode bon j'arrive, je vais voir ce que je peux faire. Il est monté dans la voiture et bon bah on va se débarrasser de son corps les gars, ok, on n'a plus le choix maintenant, vous l'avez poignardé, qu'est-ce qu'on va faire? J'imaginais un truc comme ça, donc je pense qu'il est pas non plus 100% innocent, tu vois. Voilà, bon, on va passer à la suite. Pour la prochaine histoire, je vais pas de suite vous montrer la photo, je vais vous la montrer à un moment opportun, on va dire. Dans le nord-ouest de la Pennsylvanie, une légende raconte qu'une monstrueuse créature rôdait le long de la route 351 pendant la nuit. Cette créature, dont l'apparence ressemblait apparemment à un homme sans visage, rôdait le long des routes à la recherche de proies. Apparemment, si vous aviez le malheur de rencontrer ce monstre pendant la nuit, il se mettra à vous poursuivre. Et s'il vous attrape, il arrachera votre visage et le placera à la place de l'énorme vide qu'il possède, là où se trouvait autrefois son visage. Les gens appelaient ce monstre Charlie No Face ou The Green Man, qui veut dire l'homme vert. Apparemment, il y a deux versions de pourquoi il l'appelait l'homme vert. Il y en a certains qui disaient que c'était un homme qui avait été frappé par la foudre, et donc maintenant sa peau reflétait cette couleur, tandis que d'autres disaient que c'était un mec qui travaillait dans une usine, et il y a eu un accident. Il est dit également qu'il y a plusieurs étapes à suivre pour rencontrer ce monstre. La première est de conduire le long de la route 351. Ensuite, vous devez vous garer dans un tunnel qui est sur cette route. La troisième chose à faire est d'éteindre et de rallumer 3 fois vos phares. Puis vous appelez Charlie No Face à voix haute. Et c'est à ce moment-là que vous rencontrez ce monstre, cet homme sans visage. Voilà, ça c'était pour la légende, c'est-à-dire toutes les conneries qui ont été inventées pour se faire peur, mais il faut savoir que derrière tout ça, eh bien il y avait une part de vérité. En fait, ce n'était pas un monstre qui rôdait le long de la route 351 pendant la nuit, mais un véritable être humain, un homme qui s'appelait Raymond Robinson. Raymond Robinson est né le 29 octobre 1910. C'était un enfant tout à fait ordinaire qui passait ses journées à jouer avec ses amis, dans les champs, dans les ruisseaux, derrière la maison de ses parents. Et malheureusement, il y a un jour où tout a basculé. C'était le 18 juin 1919, alors qu'il avait 8 ans. Ce jour-là, Raymond et ses amis ont décidé d'aller se baigner à un point d'eau. Au cours de leur trajet, ils sont arrivés au niveau d'un pont, et en haut d'un arbre, ils ont vu un nid d'oiseaux. Les enfants voulaient savoir s'il y avait des œufs à l'intérieur de ce nid, et du coup ils ont commencé à se lancer des paris. Raymond Robinson s'est mis à escalader un poteau électrique dans le but d'atteindre ce nid, mais en escaladant, malheureusement il a touché une ligne électrique. Il s'est pris du 11 000 volts dans le nez, ce qui l'a fait voler et il a atterri sur le sol. Le voltage de cette ligne électrique était très important, capable de tuer une personne. D'ailleurs, avant Raymond, c'était l'année juste avant celle-ci, il y a un petit garçon de 12 ans qui est mort sur ces mêmes lignes électriques. Raymond a eu de graves brûlures sur le haut de la poitrine, sur une partie de son bras. Il a perdu ses 2 yeux, une partie de son nez et une partie de son oreille, laissant à la place des trous. Il a complètement été défiguré, mais contrairement au garçon de l'année précédente, il a survécu. Les médecins lui ont fait de la chirurgie esthétique, mais le résultat était toujours terrifiant. Raymond Robinson ne s'est pas laissé abattre par cet accident, il avait un esprit positif, il a continué de vivre avec sa famille en Pennsylvanie, il passait ses journées à écouter des matchs de baseball, à fabriquer des paillassons, des articles en cuir, voilà, ça lui permettait de gagner un petit peu d'argent. À cause de son apparence, il ne sortait presque jamais. En fait, il sortait pendant la nuit, il se faisait de longues promenades nocturnes le long de la route 351. C'était son petit plaisir, son moyen en fait de se reconnecter au monde. Et c'est du coup dû à ces promenades nocturnes que la légende a commencé à se développer. Il y a des gens qui l'ont croisé alors qu'ils étaient en train de conduire, notamment des lycéens. Donc imaginez un petit peu leur réaction. Toi t'es là, t'es en train de conduire avec tes potes, et là tu vois un type
sans visage, sur le bord de la route, au beau milieu de la nuit. Lorsque les gens ont commencé à entendre la rumeur qu'il y a un homme sans visage qui se promène le long de la route 351 pendant la nuit, eh bien, forcément, il y a plein de personnes qui avaient envie de voir ça de leurs propres yeux. Les gens roulaient lentement sur la route pour essayer de l'apercevoir. Il y en a d'autres qui se cachaient dans les buissons sur le bord de la route pour le prendre en photo. Pour la petite anecdote, il a même créé des embouteillages parce qu'il y a des gens qui s'arrêtaient au milieu de la route pour aller lui parler. Certaines personnes avaient de la peine pour lui, ils lui demandaient ce qui lui était arrivé. Il a rencontré des gens sympas qui lui ont offert des cigarettes, de la bière, surtout qu'il adorait la bière, mais bien qu'il ait rencontré des gens sympas, eh bien il a aussi rencontré des personnes qui le traitaient comme de la merde. Il a souvent été ramassé par des voitures, puis jeté à un endroit complètement différent, et vu qu'il était aveugle, eh bien c'était très difficile pour lui de rentrer chez lui. Il a également été battu, il a aussi été heurté par des voitures, il avait aussi droit à des insultes. À ce stade, Raymond avait peur dès qu'il entendait une voiture arriver. Sa famille détestait ses promenades nocturnes parce que des fois, il ne rentrait pas de toute la nuit, et donc forcément, il s'inquiétait. Il n'aimait pas non plus le surnom qui était donné à leur fils, les gens l'appelaient The Green Man, l'homme vert. Sa famille détestait surtout que les gens lui offrent de l'alcool en récompense de lui avoir parlé, parce qu'après Raymond se saoulait et il ne retrouvait plus le chemin de la maison. Il y a une fois où ils l'ont retrouvé couché sur le bord de la route. Cette nuit-là, Raymond s'était perdu, il était dans les bois et il s'est mis à ramper vers la route en écoutant les bruits des voitures. Il y a une autre fois où ils l'ont retrouvé recroquevillé dans un champ agricole. Les gens se pointaient aussi devant la maison de Raymond à toute heure de la nuit. Ils klaxonnaient et criaient « On veut voir Charlie ». Il y a aussi un jour où il y a eu un carnaval en ville et le gérant du carnaval est carrément venu voir Raymond pour lui demander s'il pouvait l'engager pour le spectacle. Voilà, donc c'est toute cette souffrance que ce pauvre garçon a dû subir, alors que lui, il voulait tout simplement mener une vie simple qui consistait à écouter des matchs de baseball, fabriquer des articles en cuir et se promener. Malgré tout ça, rien n'a jamais dissuadé Raymond de continuer ses promenades nocturnes. Et ça, c'est beau. Raymond Robinson est mort en 1985 à l'âge de 74 ans d'une cause naturelle. Voilà, et c'est la fin de cette histoire. Avant de commencer, petite précision, dans la prochaine histoire, j'ai mal prononcé le nom du gars. Il s'appelle Édouard Pesnel et non Édouard Pesnel. Voilà, je l'ai appelé Édouard Pesnel dans toute la vidéo. Je ne l'ai pas du tout respecté, je suis désolé. Voilà, bref, bon visionnage. On va à présent passer à une histoire beaucoup plus sinistre, terrifiante, troublante. Ok, on va arrêter avec les synonymes. Cette histoire, c'est celle d'Édouard Pesnel. Édouard Pesnel, c'est un type qui avait une bonne couverture. C'est un gars qui semblait honnête aux yeux de tout le monde. C'était un fournisseur avec une femme et des enfants. Il faut savoir que sa femme travaillait en famille d'accueil et c'est comme ça qu'il l'a rencontré. En fait, il travaillait en tant qu'homme à tout faire. Et les enfants de la famille d'accueil l'adorait, il l'appelait même Oncle Ted. Édouard jouait avec eux, il leur apportait des cadeaux, et même chaque année, il se déguisait en Père Noël pour leur apporter les cadeaux. La seule marque sombre à son sujet, c'était qu'il avait volé de la nourriture pendant la Seconde Guerre mondiale pour nourrir les personnes qui étaient affamées. On peut même pas dire que c'est une marque sombre, tu vois, donc franchement, il avait une bonne couverture. Même sa femme disait qu'il avait une faible libido, ce qui veut dire qu'il avait pas souvent envie de ken avec sa partenaire, tu vois. Et pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, c'est parce que c'est pour toutes ces raisons-là qu'il n'était pas du tout suspecté d'être le violeur en série qui a terrorisé toute l'île du Jersey entre 1957 et 1971. L'île du Jersey qui se trouve entre l'Angleterre et la France. Sa première victime fut une infirmière de 29 ans qui attendait son bus pour rentrer chez elle. C'était un soir, les rues étaient désertes. Cette femme était tranquillement en train d'attendre son bus quand soudain, elle a vu un homme vêtu d'un masque terrifiant, arrivé à son niveau. Cet homme lui a parlé un court instant en utilisant un faux accent irlandais. Puis,
il lui a frappé à la tête, il lui a passé une corde autour du cou, il l'a emmené dans le champ le plus proche et il l'a violé. Et il ne l'a pas tué, hein, il l'a laissé en vie. Sinon, ça sert à rien de porter un masque. Edward Pesnel a continué de traquer ses premières victimes dans la rue, tout en utilisant la même méthode, c'est-à-dire qu'il repérait les femmes qui étaient toutes seules la nuit, il les abordait, souvent en demandant si elles avaient une cigarette, puis il les agressait, il plaçait une corde autour de leur cou, il les emmenait dans le champ le plus proche et les violait. Toutes ces femmes donnaient la même description aux autorités, c'est-à-dire un homme d'à peu près une quarantaine d'années, 1m70, portant un masque de cuir avec un manteau d'une odeur de moisi. Il avait également une corde autour de sa taille qui permettait d'attacher les mains de ses victimes et un accent irlandais. Il laissait également sa signature, c'était une corde autour du cou. Les autorités ont du coup su qu'ils avaient affaire à la même personne et c'est là qu'ils l'ont surnommé la bête du Jersey. The Beast of Jersey. Ça claque, hein? Avec cet accent là, ça me donne des frissons. À l'époque, on n'avait pas toute cette technologie avec l'ADN, tout ça. Aujourd'hui, si tu commets un viol, c'est facile de savoir, hein, suffit de faire un test d'ADN et on sait qui c'est. Mais à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et c'était pas simple de trouver le responsable. Et en plus de ça, Edward Pesnel donnait de fausses pistes aux autorités en prenant justement un faux accent irlandais. Et lorsqu'il abordait les filles, il leur demandait des cigarettes, alors qu'ils ne fument pas. En 1960, soit 3 ans plus tard, Edward Pesnel a évolué sa technique. Il s'est mis à observer attentivement ses victimes en prenant des photos, en apprenant leur petite routine, il surveillait leur maison et il attendait le bon moment pour passer à l'action. Il a aussi changé de cible, il ne s'attaquait pas qu'aux femmes, mais aussi aux enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Le jour de la Saint-Valentin en 1960, il s'est introduit dans la chambre d'un petit garçon. Il a escaladé et il est passé par la fenêtre. Le petit garçon s'est réveillé en voyant un homme à côté de son lit portant un masque terrifiant. Edward Pesnel lui a mis une main sur la bouche, il lui a demandé de ne pas crier, sinon il tuera toute sa famille. Il a passé une corde autour du cou de sa victime, il l'a emmené dehors, dans le champ le plus proche, et l'a violée. On sait de manière certaine qu'Edward Pesnel a traqué et violé au moins 13 personnes, mais le véritable nombre, c'était plutôt des centaines. Il portait également des bracelets avec des vis pour éviter en fait que quelqu'un ne le retienne, et également dans son manteau il y avait des clous qui étaient cousus à l'intérieur pour encore une fois échapper à la capture si quelqu'un essayait de l'attraper. Pendant 14 ans, il a terrorisé les rues de cette île. Alors bien sûr tout en faisant des pauses de parfois plusieurs années quand ça commençait à devenir chaud pour lui parce que c'est vrai que c'est quand même une petite île. La police a demandé à tous les hommes de l'île de venir donner leur empreinte digitale, mais une telle chose ne pouvait pas être obligatoire et donc il y a quand même plusieurs personnes qui ne sont pas allées donner leurs empreintes, notamment Edward Pesnel, vous vous en doutez, il n'est pas non plus teubé. La police était persuadée que l'agresseur était un homme qui s'appelait Alphonse le Gastelois, parce que son physique correspondait à la description donnée. Les policiers l'ont arrêté, mais ils n'avaient aucune preuve pour l'accuser des crimes, et avant même que cet homme n'ait pu être innocenté, les gens ont incendié sa maison, alors qu'il n'a rien fait, franchement, le seum Edward Pesnel a trouvé du plaisir de jouer au chat et à la souris avec la police. En 1966, il leur a carrément écrit une lettre en disant qu'ils entendront parler de lui en septembre et ils leur donneront des indices pour leur laisser une chance de l'attraper. Bien évidemment, il est passé à l'action en septembre, mais les policiers n'ont pas réussi à l'attraper. En fait, son arrestation était un hasard. C'était le 10 juillet 1971, soit 5 ans plus tard. On a une équipe de police qui était en patrouille la nuit, et à un moment donné, donc à 23h45, ils se sont arrêtés au niveau d'un feu, parce que le feu était rouge, et pendant qu'ils attendaient, d'un seul coup, il y a une berline qui a grillé le feu. Donc les policiers se sont mis à poursuivre cette voiture, qui était du coup Edward Pesnel. Celui-ci a essayé d'échapper aux policiers, donc il a conduit super vite, il a fait n'importe quoi, et sa voiture s'est écrasée à travers une haie, et du coup en fait il a fini dans un champ de tomates. Il a ensuite tenté de prendre la fuite, mais les policiers l'ont rattrapé.
le karma, enfin quand même au bout de 14 ans, c'est beaucoup. Le karma, il a mis du temps à venir quand même. Ce n'est qu'en le ramenant au poste de police que les policiers ont compris que c'était pas une arrestation ordinaire. Ils ont fouillé Pesnel et sur lui, ils ont trouvé une lampe torche, du ruban adhésif, 2 longueurs de cordon de ceinture, une perruque noire avec des cheveux hérissés et le fameux masque en caoutchouc. Pesnel a essayé de se défendre en disant qu'il allait à une orgie fantaisiste. Les policiers ont fouillé sa maison et il faut savoir en fait qu'il s'était séparé de sa femme mais il vivait toujours dans la même maison et en fait il a construit une pièce supplémentaire, un genre de bureau, et cette pièce était toujours fermée à clé, ce qui fait que sa femme n'avait aucune idée de tout ça. Les policiers ont fouillé cette pièce et à l'intérieur ils ont trouvé des costumes creepy, un appareil photo avec aussi les photos des maisons de ses victimes. En plus de ça, pour arranger les choses, il y avait plein d'artefacts sataniques à l'intérieur avec un autel du type rituel occulte. Edward Pesnel a été condamné à seulement 30 ans de prison pour ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi. Et c'est pas tout, il y a un truc qui va vous faire rager encore plus, c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque en 1994, soit 3 ans après être sorti de prison. Il était en liberté conditionnelle. Donc voilà, les amis, c'était pour ces 3 histoires avec ces photos. J'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de mettre également un petit like pour le référencement. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.